moi j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, parce qu'on n'y comprend rien. Je pense pas que les journalistes, d'une manière générale, aient des équipes de police scientifique pour aller faire une véritable enquête que seule peut faire la police. En fait, ça dénote une chose. Quand le serveur dit qu'il a reconnu un homme politique, et puis ensuite un ministre, il n'est pas sûr, etc. Alors on parle de Franck Riester. Enfin, Franck Riester, c'est pas Madonna. Genre, on le reconnaît pas comme ça sur une photo. C'est pas un ministre. Si vous venez de le voir dans un dîner, on vous montre sa photo, vous le reconnaissez. Moi, oui, mais la personne en question, le serveur, disait qu'il ne connaissait rien en politique. Il a quand même reconnu un homme politique. Donc, c'est quand même assez bizarre. Tout ça est cousu de fil blanc. C'est tout à fait nébuleux comme histoire. Si, effectivement, c'est avéré, c'est grave. Mais je pense que cette histoire-là et la manière dont ça monte en mayonnaise est plus, si vous voulez, le symptôme d'une société française qui en a vraiment marre, si vous voulez, d'être enfermée, de consentir des sacrifices extraordinaires pour ne faire que travailler, en quelque sorte. Parce qu'on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas même aller boire un verre dans un café. Et si effectivement le moindre soupçon pèse sur ce gouvernement ou un membre de ce gouvernement qui nous a imposé toutes ces restrictions pour des raisons tout à fait recevables et valables et nécessaires, si on découvre qu'un des membres du gouvernement s'extrait finalement de ces obligations qu'il impose à la société, c'est plus, si vous voulez, je pense, ce climat-là qui fait qu'on est excité et qui explique cette espèce d'hérétisme qu'il y a autour de cette affaire que, je dirais, des faits avérés. Parce que je pense qu'en France, nous avons des institutions, nous avons la police judiciaire, nous avons la justice, c'est pas les médias qui font la justice et qui accusent les uns et les autres sur des éléments plus ou moins foireux, de témoignages plus ou moins sûrs, etc. Je pense que le tribunal médiatique, ça suffit. Je pense qu'effectivement, il y a effectivement un désir des Français de l'exemplarité du gouvernement, et on ne peut pas entendre qu'un ministre s'est extrait, encore une fois, de ces règles strictes qu'il impose aux Français. Quand on pense qu'un masque, vous ne l'avez pas, on vous fait payer 135 €, on n'ose pas imaginer qu'un ministre, si vous voulez, aille se goberger dans un dîner avec d'autres sans respect des gestes barrières, sans tout ce qui est imposé aux Français finalement. C'est ça qui rend cette affaire sensible. Mais sur le fond, il faut laisser la police et la justice faire leur travail. Si on voit quelqu'un... La réalité de la vie administrative, quand un ministre, c'est d'ailleurs pas le ministre qui répond à ses courriers, sauf des courriers urgentissimes ou hautement stratégiques. Quand c'est des invitations, c'est son cabinet qui gère ça, c'est pas lui. Donc son cabinet, il peut avoir la présence d'esprit quand il reçoit une invitation à dîner dans un contexte de restrictions sanitaires. Et il doit évidemment le signaler. C'est d'ailleurs tout ce qui est clandestin, d'ailleurs, n'est jamais officiel. Bien sûr. Vous comprenez, tout ce qui est clandestin, quand il s'agit d'organiser une manif clandestine, ils organisent ça sur les réseaux sociaux, en catimini. Et sûr, alors indépendamment de cette mousse médiatique qui se fait, ce qui est sûr, c'est que si les faits sont avérés et si effectivement un ou plusieurs ministres ont participé à ces dîners, la moindre des choses dans le contexte qui est celui d'une guerre sanitaire, la moindre des choses, c'est que le gouvernement démissionne. Ah, le gouvernement, carrément. Ah bah évidemment. Attendez, si un gouvernement n'est pas capable de tenir un ou plusieurs de ses ministres dans le cadre des restrictions... Vous êtes dans l'excès, toujours. Enfin, mais non. On ne va pas faire démissionner le gouvernement parce qu'il y a un des ministres qui est allé au restaurant. Faites un sondage, vous serez surpris. Moi, je suis sondage. Non, on ne se fait pas des sondages. Vous exagérez. Vous passez d'un extrême à l'autre, Jean Messia. Mais le gouvernement, là, il est là par la légitimité de qui? Par la volonté de qui? Sinon du peuple, monsieur Morandini. Et alors? Ben voilà, donc si effectivement le peuple tout entier se un ministre, et on ne va pas faire tomber le gouvernement parce qu'un ministre est allé dans un restaurant... Parce que nous sommes dans une situation exorbitante du droit commun où ça fait un an et demi, où ça fait... attendez... Vous exagérez, vous êtes dans l'excès. On va démissionner un gouvernement parce qu'un ministre a fauté. Mais quand le gouvernement punisse le ministre... Oui, parce que monsieur le député, il me semble qu'il y a un an ou un an et demi, le président avait dit que nous étions en guerre. On est en guerre. On est en guerre. Mais alors, attendez, c'est pas parce qu'on est en guerre qu'on doit... Mais là, autour de cette table, Jean Messia, vous avez fait l'ENA, vous avez la tête d'un moule. Je crois pas, non. L'histoire est singulière, c'est-à-dire que je dois beaucoup à l'ENA. Alors Emmanuel Macron racontait il y a un instant son histoire. Moi, mon histoire est encore plus invraisemblable puisque je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. Je ne savais pas parler un seul mot de français. C'est une maîtresse d'école alsacienne qui m'a appris à parler français. Et 25 ans plus tard, grâce justement à la méritocratie républicaine, j'ai réussi le concours de l'ENA au bout de 3 fois. Donc on ne peut pas dire que j'ai été favorisé. Et c'est grâce à l'ENA qu'un immigré de première génération comme moi, qui n'a pas de nom de famille, qui n'a pas de fortune de famille, qui n'a pas
pas de réseau familial, a pu occuper des postes prestigieux dans la haute fonction publique, dont j'ai servi la France à l'étranger, je l'ai servi au sein de l'administration centrale d'État, et ces postes-là, je les aurais jamais occupés si j'avais pas fait cette école. Donc moi je vois bien... la décision du président je ne la comprends absolument pas. Je vois pas d'ailleurs pourquoi il est revenu sur sa posture initiale qui était à mon avis était la bonne. Pendant les Gilets jaunes, il avait dit qu'il allait revoir ça. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a moins de 5% des énarques qui font de la politique. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des énarques servent l'État de manière loyale, de manière sincère au sein des administrations sans que personne n'en entende parler. La deuxième chose, je pense que ce que veut Emmanuel Macron au fond, c'est de casser la méritocratie républicaine, parce qu'effectivement, quand vous adossez ce discours à tout le discours sur la discrimination positive, etc., je pense qu'il y a un nivellement global de la République, des institutions de la République, et notamment des institutions académiques et universitaires de la République vers le bas, pour permettre de s'aligner à des minorités pour qui la méritocratie républicaine est trop exigeante et qui entendent, sur le simple fait de leur couleur de peau ou de leurs origines, obtenir des prébendes qu'ils ne peuvent pas obtenir par l'effort et par la méritocratie. La couleur de peau et tout ça au milieu, qu'est-ce que ça fait au milieu ? Ça participe du nivellement de l'école par le bas, par exemple. On voit bien que l'école de 2021, c'est plus l'école de... rapport avec la couleur de peau, je n'ai pas compris ce que ça venait faire au milieu de votre phrase. La discrimination positive, c'est de ça qu'il s'agit, parce que lisez l'exposé des motifs de la suppression de l'ENA. Je suis surpris que vous mettiez ça au milieu. J'ai l'impression que c'est un peu un réflexe, là, tout à coup. Parce que lisez l'exposé des motifs, monsieur Bordier. Personne parle de couleur de peau dans l'exposé des motifs. Attendez, mais il faut lire entre les lignes. Quand on vous explique qu'il faut permettre l'accès à des personnes venant de certains quartiers, etc., je veux dire, bien sûr qu'ils ne peuvent pas dire comme ça. La discrimination positive donc vous battez tout seul, Jean-Michel. est la quintessence du racisme. Parce qu'elle suppose que justement, parce que vous êtes d'origine étrangère ou vous avez une certaine couleur de peau, vous n'avez pas les qualités pour passer à travers la méritocratie normale, si je puis dire, et on va créer pour vous des passerelles de passage spécifiques parce que vous êtes en retard. Vous savez, il y a un vrai problème aujourd'hui, à force de parler tout le temps de la couleur de peau, on donne du grain à moudre à tous ces racialistes, ceux qui veulent faire des réunions où les blancs ne sont pas autorisés, ceux qui n'arrêtent pas de mettre en avant tout le temps la couleur de la peau. Aujourd'hui, on est tout en train de dire, mais toi t'es de quelle couleur, toi t'es de quelle couleur. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise, toi, quelles sont tes compétences, toi, qu'est-ce que tu apportes, toi, qu'est-ce que tu veux faire pour ton pays. Arrêtons de parler de ça. Et après, vous dites, il ne faut pas en parler, ça n'a pas de sens. Parce que le gouvernement gaucho-progressiste qui est là au pouvoir, il y a des relais de ces minorités à ce gouvernement. D'ailleurs, quand les déclarations d'Audrey Pulvar et les réunions, etc., j'ai pas vu le gouvernement archi-mobilisé pour les condamner. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même... Le gouvernement est poreux à ce genre d'idées. Christophe Di Pompeo, le gouvernement est poreux. Le gouvernement gaucho-progressiste, attendez, moi je veux bien, mais à un moment c'est le cirque, quoi. On peut dire n'importe quoi. C'est parce que le gaucho-progressiste. Vous n'êtes pas progressiste. Est-ce qu'il est poreux, le gouvernement? Absolument pas, absolument pas. Absolument pas. Alors là, je suis vraiment. Si, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, quand je vois Macron lui-même. Ne dis pas n'importe quoi. On n'est absolument pas pour eux. On n'est pas des gauchistes comme vous le dites. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit gaucho-progressistes. C'est pareil. Moi, je crois en l'égalité des chances et je crois en la méritocratie et je crois en l'effort. Moi, je suis contre la suppression de l'ENA parce que pour moi, la suppression de l'ENA, c'était la méritocratie. Après, cependant, ce que je reproche à l'ENA, c'est qu'il faut permettre à que tous ceux qui ont les compétences puissent pouvoir y accéder et que ce n'appartienne pas à quelques-uns. Donc, il fallait réformer l'ENA. C'est le cas, vous dites Jean-Michel. Oui, pour moi, j'étais pour la réforme de l'ENA. Je veux pas dire que mon exemple est une généralité, mais le problème, si vous voulez, c'est que l'ENA, il en est de l'ENA comme ce que disait Churchill de la démocratie. C'est-à-dire, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. On va supprimer l'ENA. Mais alors, vous allez la remplacer par quoi? Dans le reportage initial que vous avez passé, Jean-Marc Morandini, ce qui a prévalu à la création de l'ENA, c'était justement de casser le népotisme, le copinage, etc. Donc, si vous cassez l'ENA, il va bien falloir que l'État continue à recruter ses fonctionnaires. Il va le faire comment? On a besoin. Il va le faire avec des relais. Ça veut dire j'ai papa qui est préfet ou maman qui est ambassadrice. Ils sont au courant de la vie. Aujourd'hui, la vérité, c'est que les gens préfèrent le Pfizer. Parce qu'ils disent qu'il y a moins de risques. Mais en fait, on n'a pas le choix. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas. C'est un fait. C'est un problème. Oui, mais enfin, on a le choix de dire non et de dire j'attends que ce soit du Pfizer. Aujourd'hui, l'enjeu, quand on fait une petite comparaison internationale, et non pas seulement une comparaison intra-européenne, comme se plaisent à le faire les macronistes pour se rassurer, mais il une comparaison. La bouche encore, le député, sur ça. Non, mais il représente une majorité qui la ramène quand même assez souvent. Donc c'est pour ça que c'est à ce titre que je vous. Oui, mais moi c'est pour ça que je me permets de vous interroger. Mais effectivement, la stratégie, si vous voulez, du gouvernement, et quand on compare avec les autres stratégies internationales, on s'aperçoit qu'on est quand même en retard
retard sur la vaccination. Or, la cadence de vaccination dépend effectivement du stock de vaccins, ou en tout cas des doses de vaccins qui sont disponibles. Or, aujourd'hui, les doses de Pfizer et de Moderna ne permettent pas de couvrir l'ambition vaccinale nationale. Donc c'est pour ça qu'on reçoit. Aujourd'hui, la vérité, c'est que les gens préfèrent le Pfizer. Parce qu'ils disent qu'il y a moins de risques. Mais en fait, on n'a pas le choix, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas. C'est un problème. Oui, mais enfin, on a le choix de dire non, si vous voulez, j'attends que ce soit le Pfizer. Aujourd'hui, l'enjeu, quand on fait une petite comparaison internationale, et non pas seulement une comparaison intra-européenne, comme se plaisent à le faire les macronistes pour se rassurer, mais il une comparaison. Il a pas ouvert la bouche encore, le député, sur ça. Non, mais il représente une majorité qui la ramène quand même assez souvent. Donc c'est pour ça que c'est à ce titre que je vous. Oui, mais moi c'est pour ça que je me permets de vous interroger. Mais effectivement, la stratégie, si vous voulez, du gouvernement, et quand on compare avec les autres stratégies internationales, on s'aperçoit qu'on est quand même en retard sur la vaccination. Or, la cadence de vaccination dépend effectivement du stock de vaccins, ou en tout cas des doses de vaccins qui sont disponibles. Or, aujourd'hui, les doses de Pfizer et de Moderna ne permettent pas de couvrir l'ambition vaccinale nationale. Donc c'est pour ça qu'on reçoit. On va pas couper de la vie, parce que vos fonctionnaires, après, ils nous font des autorisations de sortie que personne ne comprend parce qu'ils sont pas dans la vie. Excusez-moi, c'est ça aussi la réalité qu'on voit. C'est pas vrai, parce que mais si, c'est vrai. Me dites pas que c'est vrai. Ce que je disais, mais non, attendez. Venez chez moi à Maubeuge et regardez la réalité et demandez à un haut fonctionnaire de venir et d'avoir un regard sur ce qu'on fait. On est absolument déconnecté. La haute fonction publique est absolument déconnectée. C'est pour ça qu'il faut la réformer. Je pense qu'il faut supprimer l'ENA pour créer autre chose. Mais plus que la suppression de l'ENA, ce qui est important dans la suppression de l'ENA, c'est le statut des hauts fonctionnaires qui sont indéboulonnables et qui sont installés dans les couloirs et dans les bureaux de l'État depuis maintenant 30 ans, 40 ans, certains, presque à la... et qui sont là indéboulonnables. Moi, je suis pour un spoil system à l'américaine où quand un parti perd, on emmène avec tous les hauts fonctionnaires qui ont des responsabilités. Je suis haut fonctionnaire depuis 25 ans, d'accord. Je n'ai en fait très rarement vu une erreur de casting. J'ai même eu la chance de servir la France à l'étranger et j'ai vu des hauts fonctionnaires étrangers dans les réunions internationales. Et je peux vous dire que les hauts fonctionnaires français dans les réunions internationales, c'est un autre calibre, y compris que les Américains, les Allemands et les Britanniques. Vous comprenez? Donc on a un système de formation des hauts fonctionnaires qui est excellent. Quant à la déconnexion des réalités, c'est le politique qui est déconnecté des réalités. Non, parce que l'ENA, elle a été faite comme une école formant des exécutants. Pas des décideurs. La décision, c'est les politiques. Vous ne pouvez pas vous défausser. Non, je ne me défausse pas. Mais quand vous avez un directeur général qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que fasse le ministre, qu'est-ce qui se passe aux élections, restera là. Comment voulez-vous avoir ma mise sur lui? Comment voulez-vous? Le système a créé une école pour les hauts fonctionnaires sur laquelle on n'a aucune. Vous ne connaissez pas la haute fonction publique. Vous savez, il y a un spoil système à la. Vous savez combien de personnes le président de la République nomme directement ou indirectement? Plusieurs dizaines de milliers, dont des rouages de l'administration centrale qui sont des hauts fonctionnaires. Le fait que ce spoil system n'ait pas été mis en œuvre depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire la dernière fois c'était en 81, parce que effectivement toutes les politiques qui sont suivies depuis sont peu ou prou les mêmes. Donc les fonctionnaires ne changent pas. Mais s'il y a une véritable alternative politique qui arrive au pouvoir, je peux vous dire que le spoil system, vous allez le voir. Et c'est légal, c'est inscrit dans la Constitution. Alors, pourquoi ne fait-on pas une demande à la Russie? Après tout, ça sera l'heure de vérité. S'ils sont capables de fournir, ils fourniront. Mais ils ne sont pas moins crédibles que AstraZeneca, sur lequel c'est le laboratoire sur lequel toute la stratégie européenne avait été construite depuis le départ, à la fois en termes de signature de contrat et en termes d'approvisionnement et en termes de qualité du vaccin. Manque de bol, c'est la société qui aura connu le plus de difficultés à la fois sur les approvisionnements et sur la qualité du vaccin qui est un peu inférieure aux autres. Donc pourquoi ne pas s'ouvrir? Alors je vous réponds, monsieur, à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, si vous êtes 25e de la classe, vous pouvez toujours dire ah bah oui, mais c'est mieux que le 30e. Sauf que c'est moins bien que les 24 qui sont devant vous. Vous comprenez? C'est ça la comparaison européenne. C'est qu'on a des pays ailleurs dans le monde et pas à l'autre bout du monde, hein, à quelques encablures comme la Grande-Bretagne par exemple, ou encore Israël, ou même la Hongrie, la Serbie, le Maroc. Ce sont des pays qui sont autour de nous, d'accord, et qui font mieux que nous. Donc la stratégie qui a été choisie est une stratégie déficitaire. Voilà. Pour vous, la Grande-Bretagne sont fabuleux parce qu'ils parlent de l'approvisionnement en vaccins comme si c'était une problématique météorologique.
C'est-à-dire on attend les vaccins comme on attend la pluie. C'est un espèce de raisonnement très 470 newtonien. millions, La nature nous domine. 470 On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est quand même vous qui avez mis... C'est le résultat d'un système que vous avez mis en place, monsieur, que votre majorité a mis en place. En 5 ans, on a supprimé l'industrie pharmaceutique. Allez s'être jeté pieds et poings liés auprès de la Commission européenne pour qu'elle négocie en notre nom. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus le vaccin. C'est ça la réalité. Vous n'êtes pas raisonnable. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas raisonnable dans vos expressions. L'industrie pharmaceutique est Mais non, excusez-moi, mais on nous ouvre des vaccinodromes. On nous dit, regardez, on ouvre des vaccinodromes. On a vacciné. Mais excusez-moi, mais les généralistes n'ont pas de vaccin. On a vacciné 10 millions de personnes. 10 millions de personnes. Ça, c'est sujet à 10 millions de caution. personnes. Ça, c'est sujet à caution. Vous disiez il y a un instant, la France est le pays de Pasteur. En tout cas, avec les macronistes, c'est devenu un pays pasteurisé. Arrêtez un peu. C'est facile de dire n'importe quoi. Attendez un peu. On n'est pas aussi. Non, mais parce que c'est vrai. Attendez, il y a des. On est vrai, on fait des nains. Vous m'avez dit que j'étais un boule il y a un instant. Il faut savoir. On fait les nains et on devient humoriste sur CNews.